Bonjour Maître Kaiser Grobert, donc avocat au barreau de Bruxelles et constitutionnaliste. Alors on va un petit peu aborder toutes les questions sur le projet de loi pandémie. Et donc d'abord, première question, pourquoi une loi pandémie? Pourquoi une loi? J'ai envie de dire finalement pourquoi pas une loi, dans la mesure où dans un état de droit démocratique comme le nôtre, en réalité toutes les règles qui ont un impact sur nos vies, sur notre mode de vie, sont réglées par la loi. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on porte atteinte à des droits fondamentaux, lorsqu'on prévoit un système de sanctions pénales. C'est la Constitution qui le prévoit. Il faut une loi. Et donc la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps avant d'envisager même le fait d'avoir une loi? Parce que c'est qu'avec une loi qu'on peut engendrer, créer un débat démocratique, transparent, contradictoire au Parlement, parce qu'on a voté pour des parlementaires, c'est eux qu'on a élus. On n'a pas élu les ministres, on n'a pas élu les experts. Or, depuis un an, ce sont les ministres et les experts qui prennent les décisions. Ce ne sont pas les parlementaires. Donc, toutes les décisions ont été prises depuis un an sans débat démocratique au Parlement, en se passant du Parlement. Donc, il faut une loi parce que si, dans un premier temps, lorsqu'on a une situation de crise impérieuse, il était tout à fait légitime que le gouvernement prenne des mesures d'urgence. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, lorsqu'on est dans une crise qui s'installe sur la durée, c'est le cas de la crise Corona, il faut une loi. Et donc du coup, c'est depuis l'été dernier, plus ou moins, que beaucoup d'avocats, de professeurs d'université ont dit qu'il fallait une loi coronavirus, comme ça a été adopté aux Pays-Bas, par exemple, et dans d'autres pays aussi. Et donc on regrette vraiment le fait qu'on a attendu si longtemps pour avoir une loi. Pourquoi une loi pandémie et pas une loi coronavirus? L'idée du gouvernement, c'est en fait de prévoir un cadre légal non seulement pour la crise du coronavirus, mais c'est assez accessoire parce que l'objectif, c'est surtout d'apporter un cadre légal à toute situation situation d'urgence, de crise qui serait engendrée en raison d'une nouvelle pandémie future hypothétique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, je suis assez mitigé, je pense pas. Moi, je pense qu'il aurait fallu une loi coronavirus plutôt qu'une loi pandémie. Pourquoi? Parce que je ne vois pas très bien, premièrement, l'intérêt de légiférer à l'aveugle pour régir des situations qu'on ne connaît pas encore, qui sont futures, hypothétiques. Est-ce qu'une nouvelle pandémie est supposée qu'elle survienne? Est-ce que vraiment on serait dans la même configuration? On ne sait pas. Et donc, le danger d'une loi pandémie, entre guillemets, au pluriel, c'est qu'on pérennise dans la loi le principe d'une sorte d'état d'urgence sanitaire ou général. C'est un vrai débat, je pense, qui est très important et que je pense que ce débat n'a pas encore eu lieu. Je regrette, je pense qu'il doit avoir lieu. J'espère qu'il aura lieu au Parlement, de savoir est-ce que c'est une bonne idée parce que l'état d'urgence en Belgique, en droit belge, ça n'existe pas. Ça existe en France, ça n'existe pas en Belgique. Je pense même qu'on pourrait considérer que la Constitution s'y oppose. On a l'article 187 qui dit que la Constitution ne peut jamais être suspendue, même en situation de crise. Or, un état d'urgence, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle on admet des restrictions massives aux droits et libertés. La Constitution ne le prévoit pas, on n'a pas de cadre légal à cet égard-là. Est-ce que c'est une bonne idée de créer un cadre légal qui va légitimer sur le plan juridique et démocratique l'idée d'un état d'urgence? Moi, je suis assez mitigé par ça. Je pense que pourquoi pas, à condition qu'on ait des balises très claires dans la loi, c'est-à-dire en ce qui concerne la transparence, la proportionnalité des mesures, s'assurer que la mesure soit proportionnée, limitée dans le temps, qu'il y ait une transparence des débats, des rapports scientifiques, etc. Si cette loi est bien balisée à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais on y reviendra, pourquoi pas une loi pandémie? Mais je pense que ça aurait été plus intéressant de faire une loi coronavirus qui serait en fait une loi biodégradable et qui mourrait en même temps que le virus. Oui. Et si on a une situation d'urgence épidémique dans le futur, rien n'empêche de faire comme on l'a fait dans un premier temps, c'est-à-dire octroyer des pouvoirs au gouvernement pour une période limitée et ensuite adopter une loi ad hoc qui concerne la pandémie qui survient à ce moment-là. Okay. Voilà. Donc voilà la réponse. Il faut une loi. Maintenant, quelle loi et qu'est-ce qu'elle contient? C'est ça la question. Donc je pense que c'est de ça qu'il faut discuter aussi. Absolument, c'est ce dont on doit discuter. Alors, donc effectivement, jusqu'ici, le gouvernement a plutôt fonctionné avec un système d'arrêtés ministériels, donc qui semble-t-il était quand même un petit peu limite sur sur le plan légal. Donc, est-ce que quelque part le fait de vouloir faire maintenant une loi pandémie ou une loi corona, on verra, n'est-ce pas un aveu
que toutes les mesures qui ont été prises n'avaient pas de fondement légal et donc étaient un petit peu caduques. Je ne pense pas que ce soit un aveu d'illégalité des arrêtés qui ont été rendus jusqu'à présent, dans la mesure où il faut savoir que le Conseil d'État en particulier, certaines juridictions aussi, ont estimé que les arrêtés qui ont été pris jusqu'à présent avaient une base légale suffisante. C'est très contestable et ça a été discuté, c'est controversé sur le plan juridique. La plupart des juristes et des professeurs d'université estiment que ces bases légales sont insuffisantes. Pour les avocats, c'est très difficile d'anticiper les décisions qui doivent être rendues. C'est très difficile de les conseiller, donc il y a une grande incertitude. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a eu beaucoup de pression sur le gouvernement. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un aveu d'illégalité. Par contre, il y avait une reconnaissance qu'il y avait une nécessité de prévoir un cadre légal. Et vu la manière dont ce texte est présenté pour l'instant, je pense que la vraie volonté, ce n'est pas forcément d'assurer un débat démocratique, mais c'est l'idée de couvrir ce qui a été fait et de légitimer cela sur le plan juridique pour l'avenir. Juste sur la loi de 2007, est-ce qu'elle... Moi, j'ai un petit peu regardé aussi les débats sur cette loi, les débats parlementaires. On parlait plus pour la sécurité civile de moyens à mettre en œuvre, je dirais quasi logistiques, plutôt que des atteintes aux libertés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a notamment une compétence du ministre de l'Intérieur d'imposer ou d'interdire des mouvements de population. Donc on a quand même cette idée de restriction aux libertés, mais c'est limité à ça. C'est-à-dire que le port du masque, par voilà, exemple. le port du masque, la fermeture d'établissements, est-ce que ça correspond à une interdiction de mouvement de population? C'est très discutable. Et surtout, ce qui est certain, c'est que l'idée, c'est quand même, de cette loi 2007, c'est de régir une situation où on a une catastrophe naturelle, une explosion, où il faut prendre une mesure ponctuelle. Ce n'est pas l'idée d'interdire des déplacements, des voyages, des déplacements pendant des mois, pendant un an. Est-ce que les mesures sanitaires ont été reproduites quasi telles quelles dans la proposition de loi pandémie, enfin dans le projet de loi pandémie? C'est un projet, ouais. Ou est-ce qu'il y a des différences entre les mesures qui ont été prises et le projet de loi? Donc on fait toutes les mesures qu'on connaît jusqu'à présent. Le projet de loi qui, en l'état actuel, donne la compétence, en fait, donne en quelque sorte les pleins pouvoirs aux exécutifs pour, par voie d'arrêté, en fait, imposer ces mesures-là. Donc le texte de loi ne prévoit pas, n'instaure pas des mesures, mais dit que le gouvernement, les exécutifs peuvent instaurer ces mesures. Donc on leur donne les moyens de pouvoir décider les mesures, par exemple les mesures qui ont été prises, mais éventuellement d'autres. Pas forcément d'autres, c'est-à-dire que les mesures sont listées, potentiellement d'autres, mais on liste en fait effectivement des mesures qui correspondent à des mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Donc en fait, l'idée est de dire, ok, la loi de 2007 n'est pas la base légale adéquate, bien pour les arrêtés ministériels qui ont été pris jusqu'à maintenant, eh bien du coup, cette loi-ci sera la base légale. Et donc du coup, le ministre de l'Intérieur, les bourgmestres, les gouverneurs pourront prendre les mêmes arrêtés que ceux qui ont été pris jusqu'à présent. Donc c'est ça l'idée de cette loi. Donc c'est une sorte de loi de pouvoirs spéciaux améliorée. Elle est encadrée, mais pas suffisamment. Parce qu'elle est encadrée dans la mesure où ces pouvoirs ne seront octroyés au ministre de l'Intérieur, au gouverneur et au bourgmestre que si on est dans cet état de crise épidémique qui a été déclaré et le cas échéant confirmé par le Parlement. Donc ça c'est le principe de base, c'est que le gouvernement doit dans un premier temps estimer qu'au regard des données scientifiques à disposition, on est ou pas dans un état de crise sanitaire. Alors, il y a une première question, est-ce que cette notion-là, elle est définie à suffisance? Est-ce qu'il ne suffit pas qu'il y ait un virus, n'importe lequel, une sorte de grippe, etc., pour qu'on puisse déclarer l'état d'urgence? Donc ça, c'est une première question. Mais au-delà de ça, donc, le gouvernement a cette possibilité-là de déclarer cet état de crise épidémique pour une période qui est limitée à 3 mois. Donc, alors, est-ce que 3 mois, c'est pas trop long? Je pense que c'est une première question qu'on peut se poser. Et par contre, renouvelable à l'infini. Donc là, par contre, c'est un petit problème. Le point positif, c'est que ces arrêtés du gouvernement qui déclarent ou qui renouvellent la déclaration d'état de crise sanitaire doivent être ratifiés par le Parlement. Donc c'est prévu qu'il y ait un débat parlementaire à cet égard-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, et ça, c'est un problème, et donc c'est quelque chose qu'il faudra compléter, c'est que les arrêtés, lorsqu'une fois qu'on est lorsque le Parlement a ratifié et estimé qu'on est effectivement dans cet état de crise épidémique, les arrêtés qui sont pris à ce moment-là par les exécutifs
la loi ne prévoit, enfin, le projet de loi ne prévoit pas qu'ils doivent être ratifiés par le Parlement. Donc ça, Ok, c'est d'accord. le problème. C'est juste le pouvoir qui est donné par le Parlement et après ça, en fait, Donc c'est le pouvoir, le Parlement a un rôle, c'est de constater si oui ou non on est en état voilà. d'urgence. Et Une après fois ça, qu'on est en état le d'urgence, gouvernement fait ce qu'il veut. Enfin, à il peu fait ce près. qu'il veut à peu près. En tout cas, Oui. il instaure toutes les mesures Ok. telles que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Ok. Alors, est-ce qu'on a des retours de certains partis ou de certaines instances par rapport au projet qui a été mis sur la table par le gouvernement? Alors, pour l'instant, on a un avis qui a été rendu par l'autorité de la protection de Oui. données, qui est cinglant. On y reviendra, parce qu'à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Mm. On a un avis qui a été rendu par l'Institut fédéral pour la protection des droits fondamentaux, qui est aussi critique, qui n'estime pas que tout est à jeter, mais qu'il y a beaucoup de choses à revoir en tout cas. On attend l'avis de la section de législation du Conseil d'État. En ce qui concerne les partis politiques, je ne connais pas encore la position de chaque parti. Il faut savoir que ce projet de loi qui va être discuté, cet avant-projet de loi qui va être discuté, ne fait pas obstacle à ce que chaque parti, en particulier l'opposition, les partis d'opposition, Mm. proposent leur propre proposition de loi. Et c'est ce qui a été fait notamment par le CDH et la NVA. Je pense que Défi compte le faire aussi, mais je n'ai pas encore de retour. Mhm. Le CDH, par exemple, prévoit une révision de la loi de 2007 pour inscrire explicitement Donc, pas dans une le nouvelle loi? texte. Pardon? Pas une nouvelle loi, donc Alors, plutôt juste réviser la 2007 à ou, ce stade, Oui. l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire Mm. que l'idée, c'est de réviser, si j'ai bien compris. Hein, Oui. le mieux, c'est de demander directement au CDH. Mais l'idée, c'est de réviser la loi de 2007 pour prévoir explicitement dans le texte que les mesures qui sont prises par le ministre de l'Intérieur sont limitées dans le temps Mm. et elles cessent leurs effets après une période limitée de quelques jours, éventuellement renouvelable. Et ce qui ne fait pas obstacle à ce que le Parlement prenne une loi cadre, une loi de pouvoirs spéciaux ou une loi très complète pour, le cas échéant, adopter des règles précises face à une situation précise. Mais qu'il n'y ait pas mettre fin à cette idée de plein pouvoir au niveau de l'exécutif. La NVA a proposé quelque chose d'intéressant, c'était en fait notamment qu'aucune mesure ne soit prise sans débat parlementaire. Donc du coup, que Mm. le Parlement débatte de chaque mesure, mesure par mesure. Oui. Le cas échéant, au moyen via une procédure législative accélérée. Donc l'idée, ce serait que le Parlement se réunisse rapidement, débatte rapidement et prenne rapidement un texte qui, pour chaque mesure, donc couvre-feu, on aurait un débat parlementaire Mm. et une loi. Pour fermeture d'établissement, idem. Et si vraiment il n'y a pas possibilité, parce que l'état d'urgence est trop aigu, trop important, à ce moment-là, qu'on ait une possibilité pour le gouvernement de prendre un arrêté, mais qui alors devra être ratifié a posteriori par D'accord. le Parlement. Donc je pense qu'on pourrait s'inspirer de cette idée pour, le cas échéant, remanier cet avant-projet de loi du gouvernement, par exemple. Ok. Où est-ce qu'on en est dans le parcours législatif de la loi? On n'est pas encore à un texte qui est sur le point d'être voté. Mm. On a encore possibilité d'avoir des instances qui vont donner un avis, d'avoir des propositions de modification et un débat sur ce texte. Ok. J'avais entendu 2-3 semaines, je crois que ça va être un peu plus long puisque visiblement il y a plusieurs propositions Tout sur la dépend en table. fait de comment le gouvernement va prendre position. Est-ce qu'il va estimer qu'effectivement, ok, il y a des choses à revoir, ou bien est-ce que l'idée sera plutôt de passer en force le texte tel quel. Mm. Donc ça aussi, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Ok. Alors, on a entendu des voix s'élever, entre autres, du côté de l'autorité de protection des données, en ce qui concerne la protection des données privées. Qu'en est-il? Donc effectivement, l'autorité de la protection des données a rendu un avis très négatif sur ce texte. Il a estimé Mm. que c'était très simple, qu'il fallait tout revoir, en tout cas en ce qui concerne les questions relatives à la vie privée. Mm. Donc pas relatives aux questions, la question de savoir si le gouvernement peut ou pas prévoir des mesures, mais en tout cas en ce qui concerne les dispositions relatives à la vie privée, il y a un vrai problème. Qu'est-ce que la Constitution et le règlement européen sur la protection des données prévoient? C'est qu'il peut y avoir des traitements de données à caractère privé, mais il y a plusieurs conditions. Il faut tout d'abord une loi. Donc, encore une fois, on y revient à la première question, pourquoi une loi? Il faut une loi pour à peu près tout, Mm. et notamment lorsqu'on parle de traitement de données privées, il faut une loi. Il faut une loi qui prévoit certaines choses, qui indique qui peut collecter, traiter les données, qui peut le faire, les données de qui,
Quelles données? Est-ce que c'est votre nom et prénom? Est-ce que c'est votre âge, votre sexe, votre numéro de registre national? Est-ce que c'est vos données fiscales, vos données sociales? Est-ce que c'est votre, comment dire, vos données d'identification corporelle? Est-ce que c'est, donc ça peut être beaucoup de choses. Mhm. Mais donc il faut dire quelles sont les données qui Mhm. peuvent être collectées par qui, de qui et pourquoi. Donc quelle est la finalité? Quel est le but? Qu'est-ce qui va en être fait? Est-ce que c'est un but légitime? Mhm. Est-ce qu'on collecte uniquement les données qui sont strictement nécessaires pour le but qu'on poursuit? Et puis il y a aussi qui va pouvoir traiter ces données et pouvoir éventuellement y avoir accès, les communiquer, à qui on peut les communiquer, qui peut y avoir accès. Le problème du projet de loi en l'état actuel, c'est qu'il ne prévoit rien de tout ça. Ok. Et donc du coup, l'avis de l'autorité de la protection des données, il est très simple, il est de dire ça ne va pas parce qu'on n'a aucune garantie. On a, encore une fois, une carte blanche au gouvernement pour collecter à peu près n'importe quelle donnée de n'importe qui. Le texte prévoit une chose, c'est que c'est des données qui sont collectées à des fins de surveillance et de contrôle. Mhm. Donc c'est même pas à des fins de santé publique. Et donc l'autorité de la protection des données pose une question. Est-ce que finalement, en l'état actuel, ce texte ne serait pas un début de base légale pour instaurer ou pour prévoir des mesures telles que imposer un bracelet électronique aux citoyens pour vérifier nos déplacements, pour géolocaliser notre téléphone et voir où on est en temps réel, pour prévoir une technologie de reconnaissance faciale dans les parcs pour voir si oui ou non vous n'êtes pas supposé être en quarantaine. Mhm. Et donc c'est vraiment cette idée-là, c'est des fins de surveillance et de contrôle. Le texte en état actuel pourrait ouvrir la voie à des Mhm. mesures vraiment à ce point attentatoires à la vie privée. Donc il y a risque d'abus. Il y a clairement un risque de vrai abus, de vrai pouvoir arbitraire. Ok. Et quel est le. Je présume que ce n'est qu'un avis, donc est-ce que c'est contraignant par rapport au gouvernement? C'est pas un avis contraignant. Donc, Ok. Et il n'y a pas des juridictions au niveau européen qui devraient. si, bien sûr. Donc, Donc il y a une possibilité de recours à ce il y a une niveau-là. possibilité de recours. Y a-t-il un moyen de contester la loi pandémie? Et si oui, comment? À un niveau global. Après ça, on parlera à un niveau individuel. On a la Cour constitutionnelle qui est compétente Hmm. pour les recours contre des lois ou des normes à valeur législative. Et donc, on a un délai de 6 mois pour faire un recours d'annulation. Si le recours d'annulation aboutit, la loi est annulée, elle est censée n'avoir jamais existé. Ok. Et puis, on a aussi un recours en suspension, c'est-à-dire s'il y a urgence. À ce moment-là, on peut, si un citoyen ou un requérant, une SBL ou autre, de défense des droits de l'homme par exemple, Mm. ce serait le requérant parfait, estime qu'il y a une urgence, il peut aussi demander une suspension et donc une procédure accélérée pour suspendre les effets de la loi. À côté de ça, donc on a le Conseil d'État qui est compétent pour en fait les recours en suspension, en annulation contre les arrêtés du gouvernement. Donc on peut très bien avoir deux recours en parallèle. D'un côté, un recours devant la Cour constitutionnelle contre la loi et de l'autre, un recours devant le Conseil d'État contre les arrêtés qui seraient pris en vertu de la loi. Si une loi est adoptée, a priori, l'idée ne sera plus de considérer que l'arrêté n'est pas conforme à la loi, et encore ça pourrait être le cas, mais donc on pourrait très bien avoir un arrêté qui est conforme à la loi qui a été voté, ce qui n'empêche pas de réfléchir à la question de la constitutionnalité de la loi. Oui. Et donc du coup, à ce moment-là, il y aurait une possibilité qui serait de demander au juge de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour savoir si la loi est conforme à la Constitution. Et donc je reviens sur la question précédente sur les recours. On a un recours direct devant la Cour constitutionnelle, mais indépendamment de ce recours, qu'il ait été introduit ou pas, qu'il ait été rejeté ou pas, en tout temps, en fait, devant une juridiction, à l'occasion d'un litige particulier, on peut toujours demander qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Et donc ça, c'est une possibilité aussi, c'est de demander, est-ce que finalement, dans un cas particulier, est-ce qu'on n'a pas une question de constitutionnalité qui se pose? D'accord. À ce moment-là, donc il faut aller devant la Cour constitutionnelle. Le juge attend la décision de la Cour constitutionnelle et éventuellement prend sa décision en fonction de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est juste. Exact. Ok, d'accord. Et alors, dernière question. Y a-t-il des amendements qui vous sembleraient nécessaires d'ajouter à une loi pandémie? Un amendement qui est fondamental, c'est qu'il y ait un débat parlementaire qui soit prévu pour chaque mesure. Ok. Comme le Idéalement, proposait LVA, alors. voilà, mais idéalement a priori, si pas possible, à tout le moins a posteriori. Mhm. Donc il faudrait qu'il y ait un vote parlementaire qui intervienne pour chaque arrêté, que si la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de ratifier, que à ce moment-là l'arrêté ne soit plus applicable pour l'avenir. Ok. Donc ça, c'est une première chose.
Ça peut tout à fait être prévu dans le texte. Actuellement, le texte prévoit que le Parlement peut, s'il veut, abroger les arrêtés. Mais il n'y a pas saisine automatique de la Chambre qui impose un vote. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est après coup, il y a des parlementaires qui peuvent éventuellement demander de rediscuter sur tel ou tel arrêté. Exactement, mais en fait, en réalité, c'est une disposition qui est un petit peu superfétatoire parce que c'est déjà le cas en droit positif. Le Parlement peut toujours proposer une loi pour mettre en échec un arrêté ou une partie d'un arrêté. Donc, c'est déjà le cas actuellement. Des parlementaires peuvent dire cet arrêté qui a été pris par le gouvernement, ça ne va pas, on va déposer une loi pour l'abroger ou Faut-il encore qu'ils aient une majorité. Exactement, mais donc c'est pour ça qu'en fait c'est assez illusoire ce texte. Parce qu'on imagine mal que la majorité d'initiative prévoit un débat parlementaire pour mettre en échec un arrêté du gouvernement. Et l'opposition, à ce moment-là, on n'est pas sûr qu'elle ait la majorité. Donc c'est pour ça que cette disposition n'est pas suffisante. Il faut prévoir qu'il y ait obligation de saisir le Parlement, à tout le moins a posteriori, pour qu'il confirme ou pas les arrêtés. Pour qu'il y ait un vrai débat. Pour qu'il y ait un vrai débat. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un petit problème de technique juridique, mais pas seulement. C'est qu'on a une inconstitutionnalité qui me paraît assez nette dans ce projet. C'est qu'il donne des compétences au ministre de l'Intérieur, de manière directe. Or, en fait, la Constitution ne permet pas ça. La Constitution prévoit que le législateur peut attribuer des compétences au roi, donc c'est-à-dire au gouvernement dans son ensemble, mais pas à un ministre seul. Donc, par exemple, la loi de sécurité civile, c'est ce qu'elle prévoit. En réalité, elle est inconstitutionnelle, parce qu'elle donne des compétences à un ministre déterminé. Et donc, du coup, on a une concentration de pouvoir extrêmement importante dans l'échelle d'une personne. Alors, on va dire, en réalité, en pratique, ce n'est pas le cas, parce que tout est débattu au niveau du gouvernement dans son ensemble. Mais juridiquement, on a une concentration de pouvoir dans le chef d'une personne, c'est un problème. Donc, il faudrait à tout le moins que les arrêtés à prendre ne soient pas pris juste par le ministre de l'Intérieur, mais par tout le gouvernement. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, prévoir systématiquement que la section de législation du Conseil d'État, qui a pour mission en fait, de donner des avis préalables pour dire au gouvernement si ce qu'il fait est légal ou pas, que cette section soit consultée systématiquement et ne soit pas contournée comme ça a été le fait pendant un an jusqu'à présent. Et donc, du coup, prévoir une possibilité de consultation en urgence de cette section. Et pourquoi pas, éventuellement, ça n'a pas encore été prévu jusqu'à présent, que si c'est trop tard, qu'à tout le moins, on ait un avis a posteriori qui va dire à quoi il sert, simplement à ce que pour le prochain arrêté à prendre, on ait déjà un son de cloche, en fait. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu en état actuel du droit. En état actuel, on a un avis préalable et pas a posteriori. C'est plus logique, évidemment, mais on pourrait imaginer cette solution-là. Moi, je voudrais quand même proposer des dispositions très précises en ce qui concerne les experts et leur rôle, qu'il faudrait prévoir, un mécanisme de contrôle et de transparence en ce qui concerne leur indépendance, leurs compétences, et donc qui nous disent pourquoi est-ce que c'est ces experts-là qui ont été choisis et pas d'autres. De manière générale, on a un principe de transparence lorsque le gouvernement fait appel. Vous savez, lorsqu'il veut construire une école, lorsqu'il veut construire un pont, il a une obligation de mise en concurrence, transparente, de marché public notamment. Je pense que ça devrait être la même chose pour les experts, que vous et moi, on soit en mesure de comprendre pourquoi est-ce que c'est tel et tel expert qui ont été choisis, et pas tel et autre au regard de leurs compétences, de leur absence de conflit d'intérêt, etc. Et surtout, prévoir le pluralisme au niveau des experts, et donc, c'est plus ou moins ce qui est fait pour l'instant, mais ce n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement des épidémiologistes et des virologues dans ces comités d'experts, mais un pluralisme, donc des experts en termes de santé mentale, en termes d'économie, en termes, pourquoi pas, des pédiatres, des psychologues, etc. Donc on a un vrai pluralisme des experts qui sont consultés de leur rapport. Donc tout ça pourrait être prévu par le texte. Et puis aussi, moi, il y a quelque chose qui me pose un petit souci, c'est la place de ces experts dans les médias. Je pense que c'est une erreur qui a été commise de ne pas leur imposer un devoir de réserve. Parce que c'est pas leur rôle aux experts, c'est de conseiller le gouvernement. C'est pas forcément de donner un avis, une recommandation directement à la population par la voie des médias. Et donc, je pense qu'il y a le gouvernement a commis cette erreur-là de ne pas imposer un devoir de réserve. Ce devoir de réserve pourrait être imposé par le texte en projet. Et donc de prévoir que les experts, ils sont là pour conseiller le gouvernement ou le Parlement. Ils ne sont pas là pour s'étaler dans les médias et dans la presse. Ça, c'est une chose. Cela étant dit, il faut bien distinguer les choses. Devoir des réserves
vis-à-vis des médias. Par contre, transparence absolue de leur rapport. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de transparence. Il faut une transparence absolue de leurs conclusions et de leur analyse scientifique. Mais c'est tout. Et donc, du coup, que ça soit prévu, que ces rapports soient consultables par le Parlement, évidemment, mais par vous et moi aussi. Et qu'ils soient rendus accessibles très rapidement et très facilement sur une plateforme facilement accessible. Voilà, et deux, trois choses encore. Un aspect très important, c'est la question, vous avez une disposition dans le projet qui indique tous les arrêtés qui seront pris devront être nécessaires et proportionnés par rapport à l'objectif poursuivi. Disposition dont je ne vais pas me plaindre, mais qui est un peu inutile, parce que la Constitution le prévoit déjà, que toute atteinte aux libertés doit être proportionnée et nécessaire à l'objectif poursuivi. Donc il ne suffit pas de le dire dans la loi que l'arrêté doit être proportionné et nécessaire à l'objectif poursuivi. C'est toujours le cas, même si la loi ne le prévoit pas, c'est le cas, ça doit être le cas. Par contre, il faudrait des garanties pour qu'effectivement, on puisse vérifier la nécessité et la proportionnalité. Et donc j'ai parlé de la transparence des rapports, le pluralisme des experts, ça c'est une première chose. Ensuite, il faudrait que la loi ou l'arrêté qui adopte une mesure attentatoire aux libertés, qui ait une exigence de motivation renforcée, une motivation écrite, qui soit consultable par les citoyens et qui nous dise pourquoi la mesure est nécessaire, pourquoi elle est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, et pourquoi, pas uniquement proportionnée en termes sanitaires, mais en quoi est-ce qu'elle est proportionnée en termes de mise en balance des intérêts. Et donc, qu'on ait la garantie que tous les intérêts en présence, qu'ils soient sanitaires, mais que ce soit la santé mentale, la santé économique du pays, le bien-être des citoyens, etc., dans leur ensemble, tous les intérêts en présence ont été pris en considération. Et donc, il devrait y avoir une motivation renforcée qui pourrait alors, à ce moment-là, être contrôlée par le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle s'ils sont saisis de recours. Donc, vérifier si... C'est bien de dire qu'il faut une proportionnalité, mais il faut que ça soit vérifiable par les citoyens d'une part, par les instances de recours d'autre part. On parle beaucoup aussi donc, des pouvoirs qui sont importants, qui sont octroyés au bourgmestre et au gouverneur de province. Donc il faut savoir qu'on a eu des arrêtés pris par le ministre de l'Intérieur au niveau fédéral, que ce soit au niveau communal ou provincial. Tous les pouvoirs ne peuvent pas être octroyés indéfiniment uniquement au bourgmestre et au gouverneur. Il devrait aussi y avoir des mécanismes de ratification par les assemblées élues, donc les conseils communaux et provinciaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, pose problème, parce qu'au niveau local également, on n'a pas eu, les élus n'ont pas eu droit à voix au chapitre. Donc ça doit être prévu par le texte. Éventuellement, ce serait bien de prévoir une disposition qui facilite les recours, par exemple, qui allège la condition de l'urgence ou de l'intérêt à agir au Conseil d'État. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est le cas en marché public. On a une présomption en fait, d'urgence. Il devrait y avoir présomption d'urgence lorsqu'il y a atteinte aux droits fondamentaux et que ce soit prévu par la loi pour faciliter le recours en extrême urgence au Conseil d'État. Voilà. Ce qui n'était pas évident. Voilà. Pendant tout un temps, on a eu des décisions de rejet parce qu'il n'y avait pas d'intérêt ou pas d'urgence et donc pas de décision sur le fond. Ça a évolué par la suite, mais pendant tout un temps, c'était ça la difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas introduire de recours effectifs parce que les recours effectifs étaient des recours rapides en extrême urgence parce que c'était des mesures temporaires et le Conseil d'État disait vous ne démontrez pas de préjudice suffisant. Il y en a un, mais il n'est pas suffisant que pour justifier une analyse du dossier. Donc ce qui rendait évidemment le recours plus compliqué. Voilà. Ok. Donc voilà pour la liste des amendements. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être d'autres aussi. Mais bon, voilà, on a déjà pas mal d'éléments. En tout cas, je vous remercie de nous avoir expliqué tout ça. Et évidemment, on va suivre tout ce dossier avec intérêt chez BAM parce qu'évidemment, ça nous inquiète. On se sent très concerné par cette loi pandémie. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir aidés sur notre parcours. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.